Ma fille m'a appelé le printemps dernier et m'a dit « Maman, ton médecin a laissé un message. Il veut te parler de tes analyses de sang. » Et je savais ce que cela signifiait. Je le savais depuis environ 2 ans. Je n'avais simplement pas été prête à m'asseoir face à cette réalité assez longtemps pour faire quoi que ce soit. Je m'appelle Marguerite Hélène, j'ai 83 ans. Et j'ai passé la majeure partie de la soixantaine et de la soixantaine à faire tout ce qu'on me disait de faire. Et pourtant, je ne comprenais toujours pas pourquoi mon corps me donnait l'impression de démissionner lentement. Si vous êtes dans cette même décennie, la soixantaine, peut-être le début de la soixantaine, ou si vous l'avez déjà dépassé et que vous hochez la tête, je veux m'asseoir avec vous un instant. Parce que ce que je vais vous dire n'est pas ce que disent les publicités. Ce n'est pas un régime. Ce n'est pas un programme. C'est quelque chose de plus simple et de plus étrange que cela. Et il m'a fallu un temps embarrassant pour le découvrir. Je veux vous ramener un mardi matin d'octobre. C'était il y a 19 ans, j'avais donc 64 ans. Je suis debout dans ma cuisine, dans la maison où je vis toujours. La petite, celle avec la fenêtre au-dessus de l'évier qui donne sur le vieil érable. Et je mange un bol de céréales, dont je n'avais pas particulièrement envie, simplement parce que la boîte disait « bon pour le cœur » et que j'avais décidé que c'était une raison suffisante. Je me souviens avoir regardé mon bol en me disant « c'est bien comme ça, c'est ce qu'une personne doit faire ». Je pesais 19 kilos de plus qu'à mes 40 ans. Pas d'un coup. La vie ne vous fait pas ça d'un coup. Elle le fait par des étapes si petites qu'on ne sent pas le poids arriver. Un peu ici. Un peu durant cet hiver difficile. Un peu après que Richard soit tombé malade. Un peu après qu'il soit parti. Et puis un matin, vous avez 64 ans. Vous mangez des céréales dont vous ne voulez pas. Et vous réalisez que le poids n'est pas seulement sur votre corps. Il est dans vos routines. Il est dans tout ce que vous avez gardé autour de vous parce que c'était toujours là, sans jamais vous demander si cela vous servait encore. C'est ce que j'ai dû apprendre à observer. Non pas ce qu'il fallait ajouter, mais ce qu'il fallait retirer. 8 choses au final. 8 choses que j'ai dû arrêter de faire, arrêter de garder, arrêter de croire. Et aucune d'entre elles ne m'a coûté un seul euro. La première est la plus difficile à admettre. J'ai dû me débarrasser de l'idée que mon corps était fini. Cette histoire vivait très silencieusement en moi depuis très longtemps. Comme un courant d'air dans une vieille maison, on ne peut pas tout à fait le localiser, mais on le sent toujours. J'avais 64 ans. Ma mère Dorothée était forte. Sa mère l'avait été aussi. Il existe une façon de penser très courante, très raisonnable en apparence, qui dit « c'est juste ce qui arrive ». Vous avez passé un certain cap. Ajustez vos attentes en conséquence. Et j'y avais cru. J'y avais cru au point de ne plus chercher d'autres réponses. Je faisais ce qu'il fallait, en apparence. La salade occasionnelle, la vague intention de marcher davantage, mais au fond, il y avait cette certitude établie que les meilleures années de mon corps étaient une catégorie close et terminée. Me débarrasser de cette idée n'a pas été dramatique. Je n'ai pas eu de révélation. J'ai eu une petite conversation irritante avec ma sœur Jeanne qui m'a appelée un soir et a mentionné très naturellement qu'elle avait perdu près de 10 kilos l'année passée. Jeanne, qui a 2 ans de moins que moi et qui a toujours été, à mon léger agacement, plus joyeuse pour tout. Je lui ai demandé ce qu'elle avait fait. Elle a listé quelques points, rien d'extraordinaire, mais la façon dont elle le disait, sans triomphalisme, sans programme à me vendre, a fait basculer quelque chose en moi. Elle n'avait pas l'air d'avoir conquis quoi que ce soit. Elle avait l'air d'avoir simplement arrêté de porter des choses dont elle n'avait pas besoin. Ce fut le premier retrait. La deuxième chose dont j'ai dû me débarrasser, c'est la grande assiette. Cela semble trop simple pour avoir de l'importance. Je le pensais aussi. Mais je veux vous décrire ce qui se passait réellement à ma table, car je pense que certains d'entre vous s'y reconnaîtront.
J'avais des assiettes plates que je possédais depuis plus de 30 ans, blanches avec un liseré bleu délavé. Elles avaient la taille de ce qu'on utiliserait pour servir un repas à un homme qui aurait passé sa journée à moissonner. Je les remplissais, pas excessivement pensais-je, et je mangeais tout ce qu'il y avait dedans, parce que c'est ce qu'on faisait. De la nourriture dans l'assiette signifiait de la nourriture à manger. Gaspiller était un échec, finir son assiette était la règle. Ce que je n'ai réalisé qu'après avoir changé, c'est à quel point ce que je mangeais était dicté par le diamètre du plat plutôt que par une faim réelle. L'assiette décidait de la portion. Je ne faisais que ratifier son choix. Je suis passée à une assiette plus petite. Je l'ai trouvée dans une brocante. Elle était jolie, blanche avec un fin bord doré et elle contenait beaucoup moins. Et pendant les 2 premières semaines, j'étais certaine que j'allais avoir faim. Ce ne fut pas le cas. J'étais parfois simplement moins pleine, ce qui, il s'avère, est une chose tout à fait différente. Je ne possède plus ces grandes assiettes. Je les ai données à mon fils Michel quand il a déménagé. Il a une famille, un bon appétit, et elles leur conviennent parfaitement. La 3e chose que j'ai supprimée, c'est l'habitude de manger devant la télévision. Je veux être honnête, c'est celle que j'ai eu le plus de honte à examiner. Après la mort de Richard, la télévision est devenue une sorte de compagnie. Pas un divertissement exactement, quelque chose de plus. Une présence. Je préparais mon dîner, je l'apportais au salon, je m'asseyais dans le même fauteuil et je mangeais les yeux rivés sur l'écran. C'était confortable. C'était une routine. C'était aussi, je l'ai finalement compris, la raison pour laquelle je n'avais absolument aucune idée de la quantité que j'avais avalée au moment où je me levais. On ne peut pas goûter une nourriture à laquelle on ne prête pas attention. Je sais que cela semble évident. La plupart des vérités le sont une fois qu'on les formule clairement. Quand j'ai recommencé à manger à ma table de cuisine, juste moi, juste la fenêtre, juste le vieil érable dehors, quelque chose a changé. C'était plus lent, parfois d'un silence inconfortable. Mais j'ai commencé à remarquer quand j'étais rassasiée. J'ai commencé à remarquer quand je mangeais par faim, ou quand je mangeais parce que l'assiette était encore là. C'est une distinction que j'avais perdue de vue depuis des années. Je regarde toujours la télévision. J'ai 83 ans, je ne suis pas une sainte, mais le dîner se passe à table. Maintenant, je dois vous dire quelque chose parce qu'à cette époque, quand je faisais ces changements un pas après l'autre, ma petite fille Claire m'a appelée. Claire est la fille de David. Elle est réfléchie, elle attend vraiment d'entendre ce que vous dites avant de commencer à parler, ce qui est plus rare que ça ne devrait l'être. Elle avait lu quelque chose sur un sujet. Elle m'a demandé si j'en avais entendu parler. Non. C'était une application de bien-être, quelque chose qu'on utilise sur son téléphone, conçu pour les femmes de plus de 50 ans. Pas pour les jeunes filles de 20 ans sur les couvertures de magazines. Pour nous. Je lui ai dit que je n'étais pas très portée sur les applications. Elle m'a dit « Mamie, essaie juste. Tu pourras la supprimer. » Je ne l'ai pas supprimée. Je veux vous lire quelque chose parce que je ne pourrais pas mieux le dire moi-même. Une femme nommée Françoise, 67 ans, d'Orléans, a écrit « Je pensais que ce serait encore un truc qui me ferait sentir que je fais tout de travers. » Au lieu de cela, j'ai eu l'impression que quelqu'un avait enfin conçu quelque chose en pensant à ma vraie vie. Toi, oh, qui garde. Une autre femme, Brigitte, 71 ans, de Lyon, a écrit « Ma fille n'arrêtait pas de m'envoyer des articles et je les ignorais. Elle a fini par installer elle-même l'application sur mon téléphone. J'étais agacée. 2 mois plus tard, j'avais perdu 6 kilos et j'ai arrêté d'avoir l'impression de me battre contre mon propre corps. Ce 2e témoignage m'a fait rire, parce que c'est exactement comme ça que Claire m'a convaincue d'essayer, elle aussi, tranquillement, sans demander la permission, comme doivent parfois le faire les gens qui nous aiment.
J'ai mis un lien dans le commentaire épinglé si vous voulez regarder. C'est pour les femmes de notre âge. Ça ne crie pas. Ça ne compte pas les choses d'une manière qui vous fait sentir nul. Ça vous aide juste à faire attention. La 4e chose dont je me suis débarrassée, c'est la voiture pour les petits trajets. Je comprends que certains d'entre vous n'aient pas cette option selon l'endroit où vous vivez, et je respecte cela totalement. Mais je veux vous dire ce qui a changé pour moi, car il ne s'agissait pas de faire du sport au sens où je l'attendais. Je vis dans une petite ville. La pharmacie est à quelques rues d'ici. La poste est un peu plus loin. J'y allais en voiture depuis des années parce que c'était plus rapide et que j'étais toujours un peu pressée d'arriver quelque part où je n'étais pas particulièrement impatiente d'être. Quand j'ai commencé à y aller à pied, pas pour m'exercer, juste parce que j'avais décidé que la voiture était optionnelle pour ces trajets, j'ai remarqué quelque chose. J'étais dehors, je bougeais. Je remarquais des choses que j'avais cessé de voir derrière un pare-brise, le jardin de Madame Lefebvre, qui est d'une beauté outrageante en août, et un chêne dans la rue des Ormes que j'avais apparemment dépassé 300 fois sans jamais l'avoir vraiment regardé. Le mouvement aidait mon corps. Mais je pense que ce qu'il faisait vraiment, c'était aider mon esprit à arrêter ce bourdonnement anxieux qui vient du fait de rester trop assise immobile chez soi. Ces deux choses sont liées. Je ne le savais pas consciemment, jusqu'à ce que je marche pour aller à la pharmacie depuis 3 mois et que je réalise que je dormais mieux. Ceci va sembler ridicule, mais je dois vous parler des biscuits en promotion, 2 pour le prix d'1. Il y a un supermarché à 20 minutes d'ici et ils font une promotion toutes les quelques semaines sur certains articles. Biscuits, crackers, petits gâteaux sous plastique qui ont à la fois un goût d'anniversaire et de regret. Pendant des années, je les ai achetés parce que c'était une bonne affaire. Je suis une enfant de l'après-guerre, élevée par des parents qui ont connu les privations. On ne laisse pas passer une bonne affaire. C'est presque une position morale dans ma famille. Ce que j'ai fini par comprendre, c'est que je mangeais 2 paquets de biscuits parce que je possédais 2 paquets de biscuits. L'économie était logique. La biologie ne l'était pas. J'achète toujours des biscuits. J'achète un seul bon paquet et je les mange lentement avec du thé, 1 ou 2 à la fois, et je les apprécie considérablement plus que la consommation agressive de 2 boîtes à prix réduit. Me débarrasser de cette mentalité du 2 pour 1 n'était pas une privation. C'était étrangement le contraire. La 5e chose que j'ai retirée, ce sont les vêtements trop larges. Je veux être prudente ici car je ne parle pas de vanité. Je ne suggère pas qu'on doive s'habiller pour le confort ou l'approbation des autres. À 83 ans, je n'ai plus de patience pour ce genre de pression. Ce dont je parle est plus intime. C'est quelque chose que j'ai remarqué chez moi, quand je portais des vêtements larges et sans forme, et je l'ai fait pendant des années, en partie parce que c'était confortable, et en partie parce que cela me permettait de ne pas trop regarder ce que mon corps était devenu. J'arrêtais aussi de marcher comme quelqu'un qui a l'intention d'aller quelque part. Je bougeais différemment, plus timidement, comme si je m'excusais d'occuper de l'espace. Quand j'ai commencé à mettre des choses qui m'allaient, rien de spectaculaire, un chemisier qui marquait vraiment ma taille, un gilet qui avait une forme, j'ai remarqué que je me tenais plus droite. Je marchais de façon un peu plus délibérée. Je ne suis pas sûre de pouvoir expliquer le mécanisme. Je sais juste que c'est arrivé. Vous n'avez pas besoin d'être sur votre 31. Vous n'avez pas besoin de vous habiller pour qui que ce soit. Mais s'habiller comme si l'on habitait son propre corps, ça a une valeur. Le 6e retrait a été plus difficile que n'importe lequel des retraits physiques. J'ai dû arrêter de garder des snacks à portée de main le soir. Je veux vous dire à quoi ressemblaient mes soirées à l'époque, car je pense que c'est familier. Le dîner était fini, la cuisine était propre, puis je m'asseyais au salon, ou plus tard à la table de la cuisine, et en 20 minutes,
j'avais envie de quelque chose de petit, quelques biscuits salés, une poignée de ce qui traînait dans le placard. Non pas parce que j'avais faim, mais parce que mes mains voulaient s'occuper, que la soirée était calme et que l'immobilité, sans rien pour l'occuper, avait un côté inconfortable. Je le faisais depuis si longtemps que je ne savais même plus que je le faisais. Ce qui a aidé, ce n'est pas la volonté. Je n'ai pas une volonté extraordinaire. Ce qui a aidé, c'est simplement de ne plus acheter les choses qui finissaient dans ma main sans que je m'en aperçoive. Si ce n'était pas dans la maison, je ne pouvais pas le consommer par distraction. Le choix se faisait au supermarché, pas à 10 heures du soir, quand mes défenses étaient au plus bas. Je garde du thé à la place. Différentes sortes, car la variété aide. Il y a quelque chose dans une tasse chaude qui satisfait ce que le grignotage essayait de combler. Pas la faim, mais le désir de confort, de chaleur, un petit rituel à la fin d'une longue journée. La 7e chose était de manger dehors sans réfléchir. Je ne suis pas opposée au restaurant. J'apprécie cela quand c'est intentionnel, quand il y a de la compagnie, quand la nourriture est quelque chose dont j'ai vraiment envie. Mais il y a eu une période, vers la fin de ma soixantaine, où je mangeais dehors avec une fréquence qui tenait plus au fait de ne pas vouloir cuisiner seul qu'au plaisir réel de la nourriture. S'asseoir seul à une table de restaurant ou prendre quelque chose rapidement parce que la cuisine semblait trop silencieuse est une chose différente que de choisir un repas qui vous fait vraiment envie. Et la nourriture au restaurant, même dans les endroits simples, a tendance à être plus riche, plus salée, plus lourde que ce que vous feriez pour vous-même. Pas forcément mauvaise, juste systématiquement plus lourde. Quand j'ai commencé à cuisiner de manière plus délibérée chez moi, rien de compliqué, je n'ai jamais été une grande cuisinière. J'ai découvert que je savais exactement ce que j'y mettais. Je savais quand j'utilisais trop de beurre parce que c'était moi qui tenais le couteau. Cette responsabilité est discrète mais réelle. J'ai aussi découvert que cuisiner était une occupation pour mes mains et mon attention le soir, ce qui s'est avéré être ce que le grignotage essayait partiellement d'accomplir. La 8e chose, la dernière, c'est celle que j'ai mis le plus de temps à identifier et je soupçonne que c'est la plus importante. J'ai dû arrêter d'attendre d'avoir une grande motivation avant de faire de petits changements. C'est la forme du piège dans lequel j'ai vécu pendant des années sans le nommer. Je pensais que j'avais besoin d'une raison suffisante, un chiffre significatif sur la balance, une nouvelle du médecin qui me ferait enfin proprement peur, un événement sur le calendrier, le mariage d'un petit enfant, une photo de famille, qui me donnerait la permission extérieure de m'en soucier. Chaque mois de janvier, je prenais une résolution. En mars, sans urgence claire et persistante pour la soutenir, elle se dissolvait tranquillement et je revenais aux routines qui me semblaient être ma maison. Ce que j'ai fini par comprendre, lentement, imparfaitement, avec beaucoup de retours en arrière, c'est que la motivation n'arrive pas avant le changement. Elle arrive après. Elle vient du comportement modifié lui-même, de l'accumulation de preuves que vous pouvez faire les choses différemment du matin où vous réalisez que vous avez bien dormi ou que vous avez marché jusqu'à la pharmacie sans y penser ou que vous avez laissé des biscuits dans le placard sans qu'il vous manque. On n'attend pas d'avoir envie de le faire. On fait la petite chose et on finit par se sentir différente. Je pense que c'est ce qui m'a manqué pendant la majeure partie de ma soixantaine. J'attendais que quelque chose en moi change assez pour que l'action semble naturelle, alors que pendant tout ce temps, c'était l'action qui m'aurait fait changer. Ma fille Léa m'a appelé la semaine dernière. C'est la plus jeune, expressive. Elle dit toujours la chose que vous n'étiez pas tout à fait prête à entendre. Elle m'a dit « Maman, tu as l'air différente dans tes vidéos. Qu'est-ce que tu fais? »
Je lui ai dit « Pas grand-chose, des petites choses. Je me débarrasse de ce qui n'aidait pas. » Elle est restée silencieuse un moment, puis elle a dit « Je dois faire ça aussi. » Elle ne parlait pas forcément du poids. Ou peut-être que si, mais qu'elle pensait à plus que ça. Avec Léa, c'est souvent les deux à la fois. Cette conversation est restée gravée en moi, parce que je pense que c'est ce qu'est une grande partie de tout cela, au fond. Ce n'est pas vraiment une question de chiffres. Ce n'est même pas vraiment une question de balance. C'est une question de remarquer ce que vous portez et qui ne vous appartient plus. De vieilles habitudes qui avaient du sens autrefois et qui sont restées au-delà de leur utilité. Des assiettes trop grandes pour ce dont vous avez réellement besoin. Des snacks consommés sans être goûtés. Des histoires sur votre propre corps que vous avez acceptées il y a si longtemps que vous avez oublié qu'elles étaient un choix. Vous n'avez pas besoin de vous réinventer. J'ai 83 ans. Je ne réinvente rien du tout. Mais vous pouvez faire l'inventaire. Vous pouvez regarder ce que vous avez entre les mains et vous demander honnêtement si chaque chose vous sert ou si elle est juste devenue familière. C'est tout ce que j'ai fait. 8 fois, sous différentes formes, dans différents coins de mes journées, j'ai posé cette question. Et chaque fois que j'ai lâché quelque chose d'autre est devenu un peu plus léger. J'ai mentionné plutôt l'application que ma petite fille Claire a installée sur mon téléphone. Je sais que certaines d'entre vous ont posé des questions à ce sujet dans les commentaires. Des femmes ont écrit « Je veux vous en lire une dernière parce qu'elle m'a touchée ». Une femme nommée Ruth, 69 ans, a écrit « Ma fille m'a inscrite sans me demander mon avis. J'étais furieuse. Puis j'ai perdu 5 kilos en 6 semaines et maintenant elle est insupportable parce qu'elle a eu raison. Je lui ai au moins dit ça. Cela m'a fait rire de bon cœur. Parce que c'est comme ça que ça se passe parfois, n'est-ce pas? Les gens qui nous aiment nous voient assez clairement pour nous aider de manières pour lesquelles nous ne leur avons pas encore donné la permission. Si vos enfants s'inquiètent pour vous, si votre fille vous envoie des articles ou si vos petits-enfants posent des questions sur votre forme, ce n'est pas de l'ingérence. C'est de l'amour qui cherche un chemin. Laissez-le entrer. Le lien est dans le commentaire épinglé. C'est spécifiquement conçu pour les femmes de plus de 50 ans. Pas de cris, pas de honte. Pas de programme qui attend de vous que vous ne mangiez rien et que vous aimiez ça. Juste des outils construits autour de vies réelles, nos vies. J'étais nerveuse à l'idée d'en parler trop souvent. Je ne suis pas du genre à forcer les choses, mais vous avez été assez nombreuses à demander pour qu'il me semble malhonnête de ne pas le faire. Et j'ai mis davantage de ce que j'ai appris sur les petits retraits, sur les changements silencieux, sur ce qui aide vraiment à notre âge, dans ce livre dont j'ai parlé à certaines d'entre vous, Le Code de la liberté. Il est aussi dans le commentaire épinglé. Je l'enlèverai peut-être. Je suis toujours un peu embarrassée par mes propres écrits, mais il est là si vous le voulez. L'érable devant ma fenêtre de cuisine a perdu la plupart de ses feuilles la semaine dernière. Je me suis assise à table ce matin, ma petite assiette devant moi, mon thé à gauche, et je l'ai regardé un moment. Des branches nues contre un ciel gris d'octobre, ce n'est pas triste exactement. C'est juste honnête. L'arbre sait de quoi il doit se débarrasser et quand. Je ne suis pas sûre d'avoir jamais été aussi douée pour cela que l'érable, mais je m'améliore. Je suis reconnaissante pour cela. Reconnaissante pour les matins à table, pour les marches jusqu'à la pharmacie, pour l'insistance tranquille de Claire et les observations franches de Léa, et pour Ruth qui a remis sa fille à sa place si chaleureusement. Reconnaissante pour vous qui êtes restés avec moi tout ce temps par une journée qui avait d'autres choses à vous offrir. Il est encore temps de poser les choses par terre. C'est la partie que j'aurais aimé croire plus tôt. Non pas comme une discipline, non pas comme une résolution, non pas comme une punition pour toutes les années passées à porter des choses qui n'avaient pas besoin d'être portées, juste comme un fait ordinaire,
une porte ouverte. Prenez bien soin de vous, quoi que cela signifie pour vous. Et si vous voulez vous asseoir à nouveau avec moi, je serai là. Abonnez-vous si vous appréciez cette compagnie. Et le lien pour le Code de la liberté et cette application, ils sont épinglés ci-dessous. Merci de m'avoir écouté.